j'ai avec moi 4 intervenants qui vont pouvoir aborder cette thématique, les schémas qui existent déjà à ce sujet, mais aussi peut-être ceux que l'on peut réinventer, avec un regard aussi vers l'étranger en particulier. Je vais vous demander à chacun de vous présenter brièvement. On va peut-être commencer par vous, Nathalie. Bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Gâteau et je suis DRH internationale au sein du groupe Rocher. Je m'occupe en particulier de 2 business units que sont les marques de cosmétiques spécialisées et Stanome International. Voilà. Eric ? Oui, vous m'entendez ? J'ai pas l'impression. On va changer. Là, c'est mieux. On bouge les schémas. Non, bonjour, Éric Hurel, et je suis DRH de toutes les activités commerciales aux États-Unis, Europe et tous les pays émergents dans un laboratoire pharmaceutique britannique qui s'appelle USA Pharma. Et nous sommes spécialisés dans les maladies rares, en particulier pédiatriques, l'oncologie. Et toute ma carrière a été dans la pharma. Laurent ? Écoutez, bonjour à tous. Laurent Bentata du CIC Épargne Salariale. Donc moi, je n'occupe pas une fonction de DRH, mais plutôt de directeur commercial, et on accompagne les DRH dans ces solutions justement de rémunération différée, d'avoir d'autres choses que la rémunération pour les entreprises. Emmanuel. Voilà, donc Emmanuel Girard, donc moi je suis le routier de la rémunération là, dans le groupe. Donc je m'occupe des rémunérations, de la mobilité internationale, des people review et de tous les plans d'actionnariat salarié pour le groupe L'Oréal. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer cette conférence en abordant justement l'aspect un peu tabou de la rémunération. Pourquoi est-ce qu'il est toujours autant difficile de l'aborder au sein des entreprises ? Et pour commencer, j'aimerais bien, Emmanuel, avoir justement votre avis sur cette difficulté que l'on peut rencontrer au sein des entreprises pour l'aborder. Oui, donc, écoutez, dans mon expérience sur le sujet, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine-là, donc je suis assez bien placé pour savoir qu'en général, quand on parle rémunération, c'est souvent un problème. C'est souvent qu'il y a un problème. En général, il y a rarement des salariés qui viennent nous voir pour nous dire on est très très heureux de la manière dont on est rémunéré et on souhaite vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Pas qu'on cherche forcément absolument à recevoir des lauriers pour tout ce qu'on fait, mais on sent bien que c'est un sujet qui fondamentalement est pris sous un angle un peu négatif, c'est-à-dire si on n'en parle pas, c'est que c'est bien, et si on en parle, c'est qu'il y a un peu un souci. Et le principal sujet, je trouve, auquel on fait très souvent face, c'est que finalement, c'est un sujet qui a beaucoup de mal à être pris en main par les managers. En tout cas, au sein du groupe L'Oréal, on sent que c'est un sujet qui est pris très au niveau des ressources humaines. C'est extrêmement difficile, finalement, d'en faire un sujet suffisamment simple, suffisamment fluide, suffisamment, je dirais, limpide, pour que nos managers se sentent 100% à l'aise pour vraiment aller de l'avant sur ce sujet qui, néanmoins, représente un enjeu qui est quand même extrêmement important en termes d'engagement, ou à minima de ne pas désengager un certain nombre de nos collaborateurs. Voilà. Oui. Nathalie, je pense que vous pouvez rebondir sur ce sujet-là. Je reprends mon micro. Vous sembliez être d'accord oui, en fait, avec pour introduire le sujet, moi je trouve que déjà, en premier lieu, on peut dire que à chaque fois, en effet, qu'on parle de rémunération, c'est jamais un élément de satisfaction en France. Et de même, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le métier. À chaque fois qu'on a fait des enquêtes d'entreprise, le premier truc qui ressortait comme étant négatif, c'est la rémunération. Et alors, je ne sais pas si c'est franco-français. J'ai travaillé à l'international et je dois dire que c'est vraiment quand même une spécificité très française, qui est aussi probablement liée alors oui, à un aspect culturel, mais aussi au fait qu'il y a une complexité derrière le système de rémunération en France, que ce soit les charges sociales, etc. Donc, je pense qu'il y a une dimension pédagogique, sans doute, qu'il faudrait mettre en avant pour pouvoir accompagner les collaborateurs et les aider finalement à s'approprier la rémunération en connaissance de cause. Voilà. Eric, vous qui êtes DRH Europe et pays émergents, est-ce que vous avez ce même constat aussi, que le sujet est plus sensible en France à cause d'un manque de pédagogie ?
Je pense que le sujet est souvent, oui, en France, mais on a toujours l'impression, pour rebondir sur les points déjà évoqués, c'est que quand je parle, j'ai travaillé dans d'autres laboratoires pharmaceutiques, et dans celui dont je suis actuellement, on a toujours l'impression que les autres font mieux. Donc vous avez toujours les collaborateurs, oui, mais dans ma vie passée, c'était ci, ça et ce, on me payait mieux, j'avais un meilleur bonus, j'avais ci, j'avais ça. Donc on a toujours l'impression qu'on est toujours, dans tous les laboratoires où j'étais, un peu en retard. Donc, et ce n'est pas forcément vrai, c'est là où vient après la notion de faire des benchmarks, et c'est là aussi vient aussi l'importance de la pédagogie et d'expliquer la rémunération que l'on a dans une entreprise, parce que souvent elle n'est pas bien comprise, et même si on met en place des nouveaux outils de rémunération, comme par exemple un multiplicateur de bonus, ou peut-être on en parlera un peu plus tard, les personnes ne vont pas forcément le comprendre. Donc il y a un besoin de communication, mais aussi cette communication souvent tournée vers un benchmark. Et on a beaucoup travaillé pour montrer, vous dites que c'est différent ailleurs, mais on va vous montrer que nous, on n'est pas si mal. Ou si on n'est pas si mal, si on n'est pas si bon, il va falloir qu'on fasse des rattrapages. Mais moi, je crois pas mal aussi dans la comparaison pour montrer que parfois cette émotion, ce sentiment de ne pas être forcément bien payé n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Et Laurent, vous qui accompagnez les entreprises justement. Alors nous, on arrive surtout, je ne sais pas si ça fonctionne. Si. Très bien. On arrive surtout pour apporter des solutions. Ça veut dire qu'une fois que les DRH ont fait effectivement ce constat, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Et nous, notre boulot, et ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est deux choses. C'est d'apporter des solutions techniques, mais qui sont parfaitement maîtrisées aussi chez nos clients. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il faut qu'on apporte de la communication vis-à-vis des salariés. Et ça, c'est ultra important parce que vous faites des efforts sur la rémunération, c'est clair. Vous oubliez parfois tout ce qui est rémunération différée, et c'est là où différents prestataires peuvent intervenir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même dans un processus de recrutement, la rémunération est un biais, mais tous les à côté sont de plus en plus importants. Et puis, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été dit, mais qu'on ressent de plus en plus chez nos clients, c'est donner du sens. Et aujourd'hui, la rémunération, c'est quelque chose d'important, mais les collaborateurs que vous avez, ils vont aussi, et surtout sur la jeune génération, aller chercher du sens. Et là, on verra tout à l'heure comment les outils que vous allez développer, que vous connaissez parfaitement, que vous maîtrisez parfaitement avec les cabinets d'avocats et autres avec lesquels vous bossez, comment on peut apporter un peu plus de sens aussi à tout ça pour faire valoir votre boulot. Merci beaucoup. Donc, de ce que l'on comprend, c'est que la rémunération n'est peut-être pas suffisante aussi pour l'engagement des collaborateurs, Laurent. Sur ce sujet-là, Nathalie, est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce que vous pouvez mettre en place, en plus de la rémunération, au niveau des bénéfices peut-être, à apporter pour que les collaborateurs... Alors oui, c'est un point intéressant là, que vient de souligner Laurent sur le fait que l'élément d'insatisfaction qui se cristallise sur la rémunération, c'est souvent pas le vrai problème, au fond. Le vrai problème, c'est souvent, je suis pas reconnue par mon manager, et puis on a tendance à oublier tous les périphériques qui se trouvent autour de la rémunération. Donc, il y a tout un travail à faire, en effet, pour accompagner les équipes, pour s'approprier, je dirais, cette dimension-là. Le fait que aussi on se doit de leur donner en effet du sens, et au travers d'accords d'intéressement, par exemple, qui est un excellent outil. Alors si moi je dois recommander une chose en tous les cas en France, c'est bien celui-là, parce qu'il permet en l'occurrence de distribuer quasiment autant d'argent aux collaborateurs en direct sur leur compte que ce que l'entreprise y consacre financièrement, et sur la base de critères qu'on aura choisis. Donc il n'y a pas de contrainte en fait, on est libre. On peut même circonscrire à certaines équipes si on le souhaite. Donc c'est un vrai outil, alors si on rentre vraiment dans ce sujet-là, pour moi, qu'il faut porter, pousser, et sur lequel il faut travailler avec les collaborateurs, parce que c'est aussi à eux. Nous, alors voilà l'exemple, j'ai été longue, mais tout ça pour dire que chez nous, en tous les cas, on a mis en place un accord d'intéressement dans lequel on a un critère RSE. Un critère sur lequel les collaborateurs... Qui va permettre aux collaborateurs d'accomplir une action RSE et qui va déclencher en fait la prime d'intéressement. Donc ça c'est pas rien, puisque à partir du moment où s'affiche entreprise à mission, etc., et on joue là-dessus, c'est important aussi que les gens puissent se l'approprier dans leur quotidien. Voilà. Eric, je crois aussi que vous
vous mettez en avant l'idée d'un package comp-and-ben finalement qui devrait être peut-être de temps en temps un peu élargi côté avantage. Oui, nous, comme on est un petit laboratoire, on n'est pas forcément dans la situation où nous sommes un laboratoire connu, donc il faut parvenir à attirer des candidats et retenir les personnes que l'on a, et ce à niveau international. Et c'est vrai que nous n'avons pas d'accord d'intéressement. Effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait bien à un moment mettre en place, et pas plus qu'un accord de participation, de par la taille que nous avons de la filiale en France. Mais ce qu'on a développé, parce que derrière la partie rémunération, on commence à voir des attentes qui sortent uniquement de la rémunération. Ce sont des points comme le sens. Bon, ça c'est quelque chose qui est presque qui est plutôt lié au employee company branding, je sais pas comment on dit, la marque employeur. Mais il y a aussi toute la partie flexibilité au travail qui s'est énormément développée chez nous et qui devient un des éléments quand on parle dans des forums d'employés chez nous. C'est une attente qui vient de plus en plus dans les réunions versus la rémunération pure. Peut-être parce que psychologiquement, la rémunération est vue comme OK, donc on en parle moins, et que donc on passe à un autre élément qui est la partie flex-ben benefits. Et nous, on le voit d'une manière, cette partie flexibilité du travail devient très importante. Je vous donne l'exemple, c'est que notre CEO est basé à Zurich, le patron de l'Europe est basé à Milan. Moi, je suis en région parisienne. On a d'autres personnes qui sont du global qui travaillent en Espagne, sachant que le siège est en Angleterre. Donc on a commencé à accepter un certain nombre d'éléments chez un certain nombre de collaborateurs et du top management que peut-être il y a 2 ans on n'aurait pas fait. Et donc il y a une évolution et ça fait partie de l'attraction quand on parle de package, de dire vous pouvez travailler de chez vous avec certaines règles, mais on a vraiment développé cette flexibilité. Et par contre aussi à niveau international, on a effectivement développé des bénéfices en ligne avec le marché du pays. On ne peut pas faire en France ce qui se fait ailleurs. Emmanuel, chez L'Oréal, vous vous distinguez déjà beaucoup par la flexibilité que vous pouvez apporter aux collaborateurs. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet. Oui, donc je rejoins beaucoup les constats de mes confrères, c'est-à-dire que je pense que en termes de rémunération, aujourd'hui, on a vraiment vu un shift de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10 ans encore, on disait toujours la rémunération, on doit rémunérer la performance, donc on doit avoir des bonus plus importants, un certain nombre de dispositifs d'incentive, et c'est grâce à ça qu'on va réussir à attirer, retenir nos meilleurs talents. Et on voit aujourd'hui que ça, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que, pour nous, on associe l'ensemble de nos dispositifs, non seulement juste au fait d'être compétitifs par rapport à nos différents marchés, mais aussi également, comme le disaient nos confrères, à vraiment donner du sens. C'est pour ça qu'on a souhaité, et ce, à tous les niveaux. Et pour nous, c'est hyper important parce que sans ça, finalement, les salariés ne croient pas non plus dans ce qu'on fait ou dans la réalité de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, par exemple, un salaire décent, un minimum de salaire décent sur l'ensemble de nos filiales depuis 1 an. Ce qui veut dire qu'on s'assure que dans les catégories les plus basses de rémunération au sein de nos salariés, on s'assure qu'ils aient suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir faire face à leurs dépenses minimales dans toutes les situations. Et on s'est assuré dans tous nos pays que pour toutes les catégories les plus basses, c'était le cas. Et pour nous, c'est hyper important parce que sans ça, quelque part, notre engagement social, il n'est pas forcément crédible. Un peu à l'image de ce qu'on disait pour Yves Rocher, nous, on est en train de déployer, et ce sera effectif à partir de 2022 pour l'ensemble de tous nos bonus, une part collective liée à la performance de chaque pays sur nos objectifs environnementaux. On a un programme de transformation environnementale qui s'appelle L'Oréal for the Future, qui va profondément changer la manière dont L'Oréal va opérer demain. Et on a souhaité que tous nos salariés bonusables soient incentivés par rapport à des objectifs sur leur entité. Donc tout a été décliné jusqu'à la partie la plus proche, on va dire, de leur activité, pour s'assurer que, encore une fois, on n'est pas simplement une entreprise financière qui doit faire des résultats. On doit faire des résultats comme tout le monde, c'est évident. Mais on marche, entre guillemets, sur 2 jambes. C'est-à-dire qu'on a vraiment le financier et l'extra-financier. Donc on essaye de remettre aussi du sens dans la manière dont on propose ces choses-là.
Ensuite, on veut aussi que la rémunération ne soit pas juste un chèque, hein, et que les gens se disent je travaille, bim, il y a un chèque qui tombe, j'en fais ce que je veux. Ça a été un moment un peu une tendance de se dire finalement, il y a un côté un peu paternaliste au fait de donner des bénéfices et puis de protéger, on peut surprotéger des gens qui ne le demandent pas forcément. Mais ces gens-là sont suffisamment matures, etc., pour faire des choix. On se rend compte que c'est quand même très difficile sur ces aspects-là pour les gens d'être complètement, je dirais, en responsabilité. Et bien sûr, on essaie de former, d'expliquer, etc., ces dispositifs-là, mais du fait de leur complexité, on a besoin de ça. Et en même temps, il faut qu'on intègre donc, ce degré de flexibilité. Donc, comme on a fait, par exemple, on a eu une initiative, par exemple, récente au Mexique, où on s'est dit, on va demander aux salariés quels sont finalement les éléments de rémunération qui le valorisent le plus. Donc on a interrogé tous nos salariés au Mexique. Donc c'est une de nos grosses filiales, hein, donc c'est relativement important. Et à partir de là, on va créer, on va dire, des profils de salariés pour qui on va différencier le type de package de rémunération qu'on va pouvoir leur proposer. Et on va également communiquer de manière différente. Donc on a créé aussi des BSI en fonction des typologies de salariés qui permettent de communiquer sur les avantages qui sont les plus valorisés vis-à-vis de chacune de ces typologies-là. Au final, donc, ça nous a permis de créer, on va dire, 5 typologies de salariés qui, en fait, valorisent un certain nombre de bénéfices qui sont relativement différents. Alors, ce qui est marrant, c'est que le premier facteur, quand même, qui les intéressait le plus, c'était que ça restait le bonus de performance. Bon. Donc, ça, on n'a pas encore bousculé trop les schémas. Mais après, donc clairement, ce qui vient derrière, c'est vraiment la couverture maladie, enfin la couverture santé. Il faut savoir que dans ce type de pays, avec une couverture santé, c'est assez important de l'avoir, surtout en période Covid, etc. Vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas de couverture santé, vous en avez une, ça change tout pour vous et de votre famille. Donc c'est hyper important. Et donc la valorisation de ces choses-là, c'est hyper clé. Après, on a vu, on avait mis tout un paquet sur ce qu'on appelait la rémunération émotionnelle. On avait appelé ça la rémunération émotionnelle et ça comportait tout ce qui était qualité de vie au travail, équilibre vie pro, vie personnelle, etc. On a vu qu'en fait, tous ces items-là, ils arrivaient en deuxième très très fort. La flexibilité sur le temps de travail, donc encore une fois, cette question de dire je peux flexer du temps de travail parce que contrairement à chez nous, dans ces pays-là, ils ont un peu moins de jours de congé généralement que nous. Donc la possibilité de pouvoir faire un trade-off entre la rémunération et vraiment du temps personnel, c'était hyper clé. Voilà, donc nous, ça nous a permis en fait typiquement de vraiment de calibrer une manière d'adresser finalement une population de manière différenciée et flexibilisée. Voilà. Oui. Peut-être, Laurent, vous vouliez... Oui, sur ce sujet, je voulais dire 3 points. Le premier point, Eric, pour l'accord d'intéressement, après on peut se voir avec plaisir. Sans problème, on pourra y remédier sans aucun souci. Et il y a un point aussi, quand on rentre un peu plus dans la technique, qu'on peut évoquer, je reviendrai un peu sur l'intéressement et comment nous, on peut le voir sur tout type d'entreprise. C'est sur l'actionnariat. C'est un point qui est important. On est là dans le cadre de la rémunération, mais on essaye d'être un petit peu disruptif sur cette rémunération. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir cet atelier. L'actionnariat, on a toujours l'impression que c'est uniquement réservé dans des très grands groupes, cotés à l'international, que ça coûte cher. Or, depuis quelques années, et encore plus depuis quelques mois, effet Covid ou pas, ça n'avait aucun impact là-dessus, on se rend compte que tout type d'entreprise viennent voir leurs agents pour mettre en place et monter des dispositifs d'actionnariat salarié. Et là, ça répond pour eux à plein d'objectifs, mais prenons-en 2 principalement. La rémunération et comment aussi je fédère l'ensemble de mes collaborateurs. Alors, on n'est pas uniquement sur du top management. Ok, ça, on a d'autres produits, c'est pas là qu'on va l'évoquer. Mais comment je vais amener tous mes collaborateurs dans une même mission, dans un même projet. Bref, comment j'embarque tout le monde dans la même histoire. Et bien, l'actionnariat salarié, encore une fois, que ce soit pour des boîtes cotées, ça on connaît tous, mais que ça soit sur des boîtes non cotées, c'est un super véhicule. Et on le voit aussi à travers dans cette pré-campagne électorale où tous ont un petit point là-dessus. Donc à mon avis, c'est ce que vous allez avoir dans toutes vos entreprises dans les prochains mois ou les prochaines années. L'autre point, vous en avez parlé,
c'est l'accord d'intéressement. Alors, je ne parle pas pour l'international, mais waouh, c'est quand même le contrat, je vais dire le truc, c'est pas très joli, mais c'est quand même le schéma en France où imposition ridicule, flexibilité géniale, supplément d'intéressement. On arrive vers la fin de l'année, combien il y a de boîtes qui nous appellent en disant prime Covid, voilà, prime Covid, ça me coûte cher. Tu as mis en place un intéressement, tu as fixé un intéressement, supplément d'intéressement. Et donc, vous avez déjà en France, je parle que pour la France là-dessus, des boîtes à outils qui existent, mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus compliqués, mais c'est des vraies demandes des collaborateurs sur ces sujets-là. Il y en a d'autres, rémunération différée. Alors ça fait parfois sourire quand on est dans des grands groupes, mais quand on est en région, quand on est dans des entreprises de plus petite taille, c'est tout ce qui est les primes repas, les chèques nets. Ça, c'est aussi un point. C'est pas anecdotique pour certaines rémunérations. Quand vous fichez des rémunérations faibles, quand on va vous dire l'entreprise va vous accompagner là-dessus. Donc tout ça, c'est une manière, à mon sens, à notre sens, de fédérer, de raconter tous la même histoire et de sortir un petit peu dans ce schéma de rémunération où, vous l'avez dit, la rémunération ou le bonus, on l'oublie vite. Oui. Eric, peut-être que lorsque nous étions rencontrés, vous abordiez un autre sujet qui était un système anglo-saxon, qui était au niveau des benefits, un flex benefits, qui pouvait également peut-être être un outil à créer. Mais, oui, après je ne sais pas si en France, je crois que pour rebondir, effectivement il y a une certaine flexibilité en France avec l'intéressement, la participation. Bon, la participation étant obligatoire quand le schéma est mis en place, mais quand les conditions sont réunies, pardon. Et c'est vrai qu'il y a des pays où, comme l'Angleterre, où on a un système qui s'appelle le flex ben, qui est assez adapté en fonction de ce que les collaborateurs veulent. Il y a donc un budget. Ça peut être par exemple 5% de la rémunération, du salaire, et la personne va décider soit c'est plus de congés, soit c'est un peu plus d'argent placé dans la retraite, puisque la retraite en Angleterre est par capitalisation en grande partie. Donc ça laisse, et c'est très intéressant pour les employés, parce que parfois on a tendance à gérer la rémunération d'une manière un peu monolithique, c'est-à-dire c'est salaire, bonus, voire intéressement, etc. Tandis que parfois dans certaines entreprises, ils sont en train de se pencher plus sur de quoi le collaborateur a le plus envie et au besoin. Et ça peut dépendre en fonction de l'âge, de l'expérience du collaborateur. Et donc on a ça en place qui permet donc de faire un choix entre un panel qui va entre plus de retraite, plus de couverture médicale ou plus de congés. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de pays qui le permettent, d'autres un peu moins, mais quand ils le permettent, c'est quelque chose qui est très bien. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que nous, on a souhaité, alors c'est vrai que dans un contexte français, on a un peu des flex, mais sans qu'on s'en rende compte, et c'est très difficile de finalement de valoriser ça. Mais c'est vrai qu'à l'international, donc on a énormément de filiales dans lesquelles cette demande vraiment émerge. Donc nous, récemment, on a mis ça en place, on l'a depuis longtemps, on fait effectivement au UK, en Allemagne, en Espagne. Mais récemment, donc, on l'a mis en place en Turquie, en Colombie, Singapour, Hong Kong. Et à chaque fois, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que au final, c'est extrêmement valorisé par les employés. Donc on a vu, à chaque fois, on a fait des enquêtes avant, après sur la satisfaction. Et on voit tout de suite que dès lors qu'on arrive à intégrer finalement le salarié dans une approche un peu plus proactive vis-à-vis de la flexibilité. Et parfois, vu de notre fenêtre, parfois c'est étonnant parce que on se dit c'est une flexibilité, mais nous on a des super trucs, on a le CET, on a tous l'épargne salariale et tout. Donc finalement la flexibilité qu'on donne dans ces filiales, on n'a pas l'impression que ce soit énorme. Mais en fait, l'impact sur l'engagement des salariés dans ces filiales, en fait, est sans commune mesure avec ce qu'on pourrait imaginer vu de notre fenêtre un peu franco-française. Mais le flex benefits, on peut le faire en France, on peut le faire aussi. La seule difficulté, c'est que, il faut avoir des partenaires sociaux avec des syndicats pour négocier un accord. Et puis 2, il faut avoir aussi les outils, et c'est là où se pose le problème, les outils IT, les éléments de payroll, etc., qui nous suivent pour pouvoir gérer une multiplicité de traitements de cas au niveau des rémunérations. Mais c'est tout à fait possible, juridiquement, il n'y a pas de problème. Voilà,
Si vous avez envie de le faire, faites-le, hein, c'est super. Donc, Vous l'avez déjà, oui. Effectivement, c'est le gros point noir, c'est l'IT. Mais il faut savoir quand même que ça s'améliore. C'est-à-dire que nous, on voit qu'en Angleterre, on a un outil de longue date qui nous faisait des misères, pour être clair. Et là, on est en train quand même d'upgrader les choses. En Allemagne, on a un truc qui fonctionne très très bien. Et là, concrètement, on voit un certain nombre d'offres sur le marché qui nous permettent de soutenir ça de manière beaucoup plus efficiente. Sur un sujet un peu connexe, par exemple, moi je m'occupe de la mobilité internationale aussi, on met en place en ce moment une plateforme globale sur toute la partie relocation. C'est-à-dire que sur tous les bénéfices d'expatriation, on propose à nos expatriés de pouvoir choisir au sein d'une enveloppe donnée un certain nombre de bénéfices et qui soient appropriés finalement à ceux dont ils ont besoin lorsqu'ils bougent. Et ça, c'est pareil. Ça aurait été inimaginable, je pense, il y a encore 3 ans, hein, quand on a démarré le projet il y a 2 ans. Il nous a fallu 2 ans pour monter l'outil qui nous permet de gérer ça globalement. Mais on voit que c'est des choses qui commencent à s'ancrer. Mais donc, on peut vraiment envisager des choses qu'il y a encore quelques temps, on n'aurait pas pu. Voilà. Peut-être sur les outils qui existent déjà, Nathalie, vous aviez déjà mis en place dans le groupe Rocher certains plans d'intéressement qui n'avaient pas été faciles à mettre en place, mais vous y êtes arrivés. Alors, enfin, c'était pas chez Rocher, ça. Hein, c'est avant Rocher, pardon. C'était bien avant, bien avant. Il se trouve, alors c'est une anecdote hein, simplement, mais que c'est vrai que pour moi, l'accord d'intéressement, c'est un des meilleurs outils qui existent aujourd'hui. L'actionnariat salarié, évidemment. Mais enfin, après, c'est une politique, un choix d'entreprise. Mais c'est vrai que je pense que c'est le meilleur levier, celui-là, pour le coup. Mais l'accord d'intéressement, et depuis de longues années déjà, c'est quand même un outil, un levier extraordinaire de motivation. Et dans le passé, il se trouve que, juste pour l'anecdote, hein, encore une fois, j'avais une population un peu senior qui avait des gros salaires et qui se sentait toujours mal aimés et frustrés parce que quand on distribuait les augmentations, ils avaient toujours 0,2, 0,3 parce que, évidemment, ils allaient grever, ponctionner l'enveloppe affectée par le manager. Donc, j'avais trouvé un moyen, au travers de l'accord d'intéressement, on est là dans les années 2007, même pas 2006, je crois, où en fait, dans l'accord d'intéressement, j'avais prévu que ma prime soit proportionnelle à l'ancienneté. Bon. Et à ce moment-là, ça se faisait pas. Et quand j'avais donc indiqué à Amundi à l'époque que j'allais faire ça, il m'a dit ah non, mais c'est pas possible de faire ça. Donc en fait, je suis allée avec mon petit panier voir l'inspection du travail. J'ai expliqué ce que j'étais en train d'essayer de mettre en place. Ils m'ont dit mais non, mais ça reste collectif. Vous avez raison, allez-y. Et voilà. Et en fait, on a généré finalement, j'ai envie de dire, on a modifié le mindset et l'état d'esprit de nos seniors. Parce qu'ils se sont rendus compte vraiment qu'on voulait, on voulait les récompenser aussi, mais que les moyens étaient quand même plus restreints parce qu'ils avaient déjà des niveaux de salaire élevés et qu'au fond, ils récupéraient sur la prime d'intéressement 3 fois plus que les jeunes qui nous rejoignaient. Alors ça, c'était à l'époque la politique d'entreprise qui était la mienne, hein, mais on pourrait faire la même chose. Vraiment, l'accord d'intéressement offre beaucoup de flexibilité et pour ça... faut l'utiliser, quoi. Et encore, on parle là de critères qui vous semblent évidents, même si juridiquement on peut être parfois à la marge. Je ne sais plus si aujourd'hui les directs l'accepteraient d'ailleurs, mais ça c'est un autre point. On a parmi nos clients des grands clubs sportifs, par exemple. C'est tout bête, hein. Leur accord d'intéressement, c'est quoi? Aucun critère financier, hein, aucun critère RSE, aucun critère EBITDA ou autre. C'est le classement au championnat de France. Et ça marche, hein. Et ça marche. Donc ça, j'allais dire, la balle, elle est plus dans la camp des DRH, de soyez imaginatifs, allez bousculer même vos partenaires sociaux, allez demander conseil, parce que là, il y a des choses à faire. On parlait de flexibilité à l'instant. Il y a un point, il y a un outil qui est aussi extra et peut-être pas assez utilisé dans les entreprises quand on parle de flexibilité, c'est la transformation des jours de repos en argent. Tu en as parlé, le nombre de jours de repos qu'on peut avoir en France, on n'est pas dans le débat, hein, bien ou pas bien, en tout cas c'est ça. Ça reste aussi au choix de chacun de savoir ce qu'il va en faire. Est-ce que je le prends, je le consomme, ou bien, peut-être autre manière aussi à vous de vendre ça, c'est une manière d'avoir une rémunération différée, totalement au choix du collaborateur, pour l'épargner, pour le placer, pour le consommer, voire même pour le valoriser quand il est placé dans un péricole. C'est aussi
On ne s'en rend pas toujours compte, mais une grande part de flexibilité qui peut être offerte aux collaborateurs. À eux ou pas de l'utiliser. Eric, sur ce sujet de la flexibilité, est-ce que vous avez un complément à apporter? Je pense que le micro marche maintenant. Il marche? Oui, il marche. Nous, ce on a mis en place, mais je pense qu'il faut aussi voir dans la partie, la taille de l'entreprise, donc c'est relativement un peu plus facile à mettre en place à niveau mondial. Ce que nous, on a mis en place cette année, je ne sais pas si on l'appelle flexibilité, mais c'est une sorte d'abondement sur les résultats de l'entreprise qui seront mesurés en fin d'année par un multiplicateur du bonus. C'est-à-dire que tous les employés à niveau international sont éligibles à un bonus. En fonction de leur catégorie, c'est plus ou moins un pourcentage élevé. Et quand le groupe atteindra un tel niveau de performance, eh bien, tous les bonus seront multipliés par une grille 1.2, 1.3 en fonction de critères prédéterminés. C'est un booster. Voilà, c'est un beau booster. Mais aussi, ça montre que tout le monde est intéressé quelque part aux résultats globaux de l'entreprise et pas uniquement à niveau local de leur pays. Donc bon, on va voir comment ça marche, mais en tout cas la réaction a été très positive. C'est peut-être plus facile encore une fois, là j'ai moins de visibilité par rapport à des grands groupes, comment ça peut être mis en place, mais dans des entreprises de taille moyenne, ça a été assez bien perçu et facilement communicable. Tout à fait. On se rend compte que la rémunération, c'est vraiment un vecteur non pas que les salariés et les DRH subissent, mais ça peut être vraiment un outil de motivation. Enfin, moi, en vous écoutant et en ayant travaillé sur le sujet, on ne doit plus subir la rémunération, encore plus après le post-Covid, mais on doit vraiment en faire des rémunérations, déjà, pas de la rémunération, des rémunérations, d'en faire un des outils de motivation et de fédération, de fédérer les équipes autour de ça. Oui, mais pour en faire cet outil, il me semble qu'il faudrait aussi peut-être faire plus de pédagogie au sein des entreprises. Vous m'aviez beaucoup parlé les uns et les autres du fait que souvent c'était entre les mains des RH, mais que finalement entre les managers et les collaborateurs, il y avait un petit manque d'explication aussi sur la rémunération, sur la fiche de bulletin de paie, tout simplement. Nathalie, si vous vouliez... Non, mais en effet, nous, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps, suite aux résultats de l'enquête, comme on s'était dit, que le premier critère dont se plaignaient les collaborateurs, c'était la rémunération. Donc on a pris la décision avec mon équipe de mettre en place des cafés RH autour de la problématique de la rémunération. Et je me suis rendu compte que même un grand manager d'équipe membre Codir n'avait aucune connaissance de son bulletin de salaire. Il ne se rendait même pas compte que quand il percevait un salaire net après impôt, de 5 000, il coûtait de 2 à 2,5 fois pour l'entreprise, quoi. Et ça a été une vraie prise de conscience. Donc c'est vraiment important aussi de le rappeler parce que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et ensuite, oui, d'expliquer tous les périphériques de la rémunération. Quand on offre des systèmes de mutuelle ou de prévoyance, ça a un coût. Les gens ne savent pas d'ailleurs, je me souviens, la plupart des cadres ne savent pas que si demain ils décèdent, leurs enfants vont toucher peut-être 200 fois leur salaire annuel. Je me souviens d'un manager, quand je lui avais expliqué ça, il m'avait dit faut pas que je le dise à ma femme parce que... Non mais, voilà, il y a une vraie méconnaissance, je dirais, de ces sujets et je pense qu'en effet, il faut éduquer, faut faire de la pédagogie, il faut expliquer et puis pour que les gens se l'approprient déjà. Et comprennent que, en effet, c'est peut-être compliqué, mais l'entreprise, elle fait ses meilleurs efforts, je pense, en général, pour rétribuer à la juste valeur. Il faut expliquer aussi, en effet, qu'il y a des benchmarks. On se réfère à des conventions collectives, à du prix marché. On est comme l'offre et la demande. On en parlait tout à l'heure. Il y a des métiers qui sont en tension. On se demande pourquoi on les paye 4 fois plus que des jeunes qui sortent d'école d'ingénieur. Mais c'est comme ça. Donc, il faut expliquer tout ça. Et je pense que ça passe en effet par de la pédagogie. Il y a un élément, je pense, dans cette pédagogie que je ne trouvais pas dans l'entreprise actuelle, mais l'antérieure, c'était le bilan social individualisé. Et ça, c'était vraiment un élément de pédagogie très intéressant pour les collaborateurs, de voir comment sa propre rémunération
splitté en fonction des niveaux de package. Ça, je l'avais mis en place aussi dans une de mes précédentes entreprises. Et en fait, ça a été drôle parce que vraiment, les collaborateurs se sont vraiment appropriés. Et mes syndicats m'ont dit, au détour d'une réunion, m'ont dit, mais non, mais là, tu fais de la propagande, là, c'est anormal. Emmanuel, peut-être. Non, donc non, je rejoins mes collègues. C'est vrai que c'est le point vraiment clé, c'est la pédagogie. Alors le problème, c'est qu'on est sur une matière qui est vraiment protéiforme, quoi. C'est-à-dire que il y a une base, il y a la gestion des salaires et des bonus. Donc déjà, si on fait pas ça bien, de toute manière, on aura beau communiquer ce qu'on veut sur le reste, ça se passera pas bien. Et on voit bien, et demain un peu le risque, je pense, c'est qu'on se dise, on voit bien que les gens sont mécontents de leur salaire, de leur bonus, donc on va jouer sur autre chose et on se désintéresse de ça. Ce qu'il faut voir, c'est que sur cette matière-là, il faut savoir que par exemple, un salarié qui se rend compte que son copain, enfin son père est rémunéré, on va dire, avec une différence de plus ou moins 10% par rapport à lui, il va perdre en productivité directement moins 10, moins 15. Ça, c'est vraiment des études académiques. C'est hyper clair. Si vous avez quelqu'un dans l'équipe qui est payé plus pour faire le même job, c'est sûr, vous avez un effet impactant direct sur les autres. Vous avez un peu le même type d'effet, un peu plus insidieux, qui est lié aux écarts entre vous et votre patron. S'il y a un écart qui est trop grand entre votre patron et vous-même, pareil, vous dégommez en fait l'engagement de toute une équipe. Et donc ces questions-là d'équité, qui sont vraiment des leviers psychologiques assez quand on se les dit, on voit tout de suite pourquoi. On a tendance à complètement les minimiser. Et il faut absolument que déjà de base, on arrive à avoir une culture qui soit perçue comme équitable sur ces aspects-là, si vous voulez commencer à travailler sur le reste. Ensuite, vous avez la question du bonus, du sens que vous mettez au travers du bonus. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous donnez une rémunération fixe, c'est perçu en général 4 à 5 fois la valeur d'une rémunération variable, même s'il est très peu variable. Dès que vous mettez un aléa sur un truc, en gros, la perception directe de ce bénéfice par un salarié diminue drastiquement. Il faut le savoir. Ensuite, vous avez tout le reste. Donc les bénéfices, la flexibilité. Et ça, c'est là où il y a beaucoup à faire, je pense, aujourd'hui, parce qu'on vient d'une culture, on se disait, le pay pour faire performance, le chèque, etc., c'est hyper important, et le reste, ça l'est moins. Il faut valoriser tout ça. Et alors là, on a vu avec Covid, on a vu un chiffre très visible sur tout ce qui est flexibilité, notamment du temps de travail. Aujourd'hui, chez L'Oréal, on a par exemple un accord qui nous permet d'avoir 2 jours de flex work en France, dont 1 à l'étranger possible en Europe. On sait que dans la plupart de nos recrutements, on a des difficultés. Aujourd'hui, la discussion arrive. Permanence, c'est quoi? Comment est-ce que vous me permettez de travailler en flexwork, de l'étranger, du machin, du truc, etc. C'est pas sur le montant le salaire est important, bien sûr, mais c'est pas sur le reste. C'est vraiment sur ça. Et la pédagogie sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire sur ces questions-là, est hyper clé. Donc, honnêtement, je pense que c'est le truc qui va vraiment faire la différence, je pense, aujourd'hui et un peu demain. C'est la capacité des organisations à pouvoir traiter cette question de la manière la plus efficace et la plus équitable possible. Donc, oui. Sur les rémunérations et rémunérations différées, il y a un mot qui n'a peut-être pas été prononcé, c'est transparence. Et ça, c'est encore, ça pourrait faire l'objet d'une autre table ronde, mais qui est un autre sujet. Sur la communication, on se rend compte d'un truc dans l'équipe, et quand on a préparé ça, c'est que vos services, RH, DRH, tout type de boîte confondue, vous faites de plus en plus de com. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Ça veut dire que nous, on allait voir les clients, on leur parlait d'intéressement, on leur parlait de gestion d'actifs, on leur parlait de sens et autres, mais communication, c'était à la marge comme ça. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on va nous demander de plus en plus, et on est même obligé de s'équiper, ce que vous, on vous demande, ce que les salariés vous demandent de plus en plus, c'est communiquer. Et je suis même encore aujourd'hui dans une sorte de constat d'étonnement que vous, équipe RH, vous arriviez de plus en plus à travailler main dans la main avec vos équipes de com pour produire, même on le voit dans des vidéos. C'est quand même extraordinaire. Enfin, j'avais jamais vu ça avant. Quand on monte des opérations d'actionnariat, on fait des vidéos parce qu'on sait bien que les brochures de 15 pages,
personne ne les lit. Hein. Éventuellement l'AMF, mais à part ça, personne ne les lit. Donc on va faire des vidéos extraordinaires le Covid pour les réunions Teams. Parce que là, on n'a jamais eu autant de monde dans les réunions d'information salariée. Prévoyance, santé, actionnariat, épargne salariale, c'est génial. Donc c'est vraiment un nouveau monde, quoi. C'est vraiment quelque chose d'un nouveau monde. Et on le voit dans certains groupes, pour prendre notre exemple, plus de rémunération de bonus, par exemple. À part à la marge, quelques trucs. C'est plus dans l'air du temps. C'est pas ça qui va donner de l'importance. Et honnêtement, je ne pense pas que même des équipes commerciales bossent moins parce qu'elles ont moins de bonus. C'est dans un grand groupe, je ne pense pas que ça s'adapte à tous les secteurs d'activité. Mais on sent que vos métiers, nos métiers, on est en train de changer de paradigme et on approche, peut-être avec une nouvelle génération, avec des nouveaux moyens, mais on approche vraiment dans une nouvelle ère de la rémunération et des services RH. Et je trouve ça passionnant. Eric et Nathalie, vous avez aussi le sentiment que quelque chose quand même est en train de changer, qu'une nouvelle ère est en train de se créer autour de la rémunération? Non, Nathalie n'est pas du tout d'accord. Si, bien sûr que si, si, bien sûr. Non, mais je pense qu'en effet, plus que jamais, il faut marketer. C'est du marketing, hein, la rémunération aussi. Donc, il faut marketer, il faut utiliser les nouveaux outils à disposition. Et oui, la pédagogie, elle passe par le marketing RH et oui, et tout est en train de changer. Je trouve qu'au contraire, on vit une époque formidable. On a de quoi s'amuser. Oui, je pense tout à fait. Et puis, je pense que justement, on sort vraiment de que uniquement salaire, bonus, etc. Là, on est en train de passer à une ère où il faut donner le sens. Le sens est très important. Et puis, il y a toute cette partie flex work, le flex work et tout ça qui est aussi qui devient essentiel. Donc, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et qui deviennent aussi importantes que la partie rémunération. Oui, Laurent. Donner du sens, on le voit aussi, et des partenaires sociaux, c'est dans les investissements qui sont faits. Sujet moderne, hein, communication, c'est aussi, on a des salariés, des entreprises qui vont dire, OK, toi DRH, tu me proposes tel support financier, mais est-ce que ça répond à des critères ISR? Est-ce que ça répond à des critères ESG? Est-ce que mon financement va participer à l'évolution écologique? Ça, je suis désolé, c'est des sujets qu'on ne voyait pas il y a encore 5 ou 6 ans. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus monter des dispositifs d'épargne salariale, vous ne pouvez plus monter ça, grand groupe ou pas, sans dire à vos collaborateurs, OK, je te propose des supports dans lesquels préparer ta retraite, autre sujet aussi important, mais on revient au premier terme qui est donner du sens. Ça, c'est, je pense que peut-être dans les années à venir, donner du sens à son épargne, donner du sens même à son travail, c'est ce qui va être important. On va peut-être conclure sur cette phrase, donner du sens à son épargne et son travail. Et on va pouvoir passer aux questions du public. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui. Cette tendance que nous voyons, nous, dans notre entreprise, mais je suppose que tout le monde le voit, aux salariés qui veulent faire une autre activité à côté de leur travail à plein temps et qui veulent cumuler avec une activité, par exemple, influenceur sur Instagram ou je ne sais quoi, j'ai vu ça, ou du conseil, ou professeur de yoga. Il y en a tous les jours. Et ça, voilà, on accepte, on n'accepte pas. C'est une rémunération à côté, soi-disant en dehors du temps de travail. Voilà. Est-ce que ça, c'est un enjeu que vous voyez aussi en termes de package ? On n'est pas obligé d'accepter. Dans notre entreprise, c'est au cas par cas, au fait, parce que c'est vrai que c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, souvent on dit, c'est marqué dans leur contrat de travail, vous allez vous consacrer pleinement à votre travail. Mais ce qu'on a mis en place souvent, c'est par exemple... Moi, j'ai fait des études de médiation, je suis médiateur, et donc j'ai eu le OK pour faire de la médiation aussi dans des entreprises, parce que quelque part, ça peut revenir au sein de l'entreprise comme un plus qu'on peut partager. Mais il y a aussi, mais ça c'est peut-être propre aussi à l'industrie pharmaceutique, souvent en recrutant des médecins, les personnes ne veulent pas perdre la partie un peu expérience clinique et de garder un pied à l'hôpital, ce qu'on accepte aussi de manière régulière.
Donc, mais c'est fait au cas par cas. Mais je sais que bon, dans l'entreprise où j'étais auparavant, on essayait vraiment de développer même des missions spéciales au Kenya où il y avait des gens qui partaient 6 mois là-bas. C'était chez Johnson & Johnson. Et c'était très intéressant. Oui, Laurent, vous vouliez répondre? Une remarque, le compte épargne-temps est génial pour ça. Et voilà. Bonjour, Audrey Caillot, Collins Aerospace. On a parlé des benchmarks tout à l'heure, l'utilisation des données de benchmark. Je voulais savoir, est-ce que dans vos équipes, vous avez mis en place l'utilisation des market ratios? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Quel est votre retour sur ce type d'outil? Je peux vous répondre pour nous. Chez nous, en fait, on a une politique où on dit on veut, en général, lorsque la personne maîtrise son poste, on veut la positionner entre la médiane, troisième quartile du marché. Et en fait, tous nos RH, tous nos managers ont complètement intégré cette espèce de logique qui fait qu'aujourd'hui, en gros, à chaque fois qu'on parle package, on parle benchmark aussi. Et on est relativement transparent sur ces questions. Enfin, c'est-à-dire que si un manager nous demande est-ce que tu peux me partager le benchmark sur le marché pour tel type de poste et pour des postes similaires chez nous, nous fournir un nuage de points pour qu'on puisse positionner les choses. C'est des choses qu'on fournit quasiment maintenant. Voilà, c'est quasiment une usine A. Donc voilà. Là, on essaie d'aller plus loin. C'est qu'on est en train on a un outil depuis 7-8 ans qui s'appelle Rembox, qui nous permet d'automatiser tous ces benchmarks et de les produire un peu en masse, qui est connecté à notre SIRH et sur lequel on charge toutes nos enquêtes de rémunération, qui nous permet de produire ça très rapidement. Et là, on est en train de développer, on parlait de gens qui créaient leur propre activité. On avait quelqu'un qui s'occupait de la BI chez nous. Il a voulu monter sa propre boîte, donc on l'a aidé à faire ça. Et en parallèle, du coup, il nous crée cet outil. Et là, qui va nous permettre de faire ça, mais également toutes les analyses d'équité homme-femme. On a mis en place une méthode globale sur la base d'une méthode de régression cabinet Edge, pour lequel, du coup, pour n'importe quel périmètre, on est capable aussi de vous dire, voilà, les femmes, les hommes, etc., la rémunération, une fois qu'on a retiré tous les effets, on va dire, de seniorité, d'âge, de niveau de poste, etc., quels sont les cas résiduels, et ça, on peut le calculer partout, pareil. Donc, c'est des choses qu'on essaie d'intégrer pour que, justement, plus en plus, les managers puissent y aller. Donc là, on donne accès aujourd'hui aux rewards qui donnent les résultats aux RH. Demain, on veut que les RH puissent eux-mêmes, en 2 clics boutons sur la nouvelle version, puissent vraiment faire ces analyses. Et si on voit que ça fonctionne, ensuite on passe au talent acquisition. Et derrière, potentiellement, si on fait une version simplifiée pour les managers, où ils ont un truc un peu basique pour faire quelque chose. Donc on essaie d'aller dans ce sens. Merci beaucoup. Je suis désolée, nous n'avons plus le temps pour d'autres questions. Merci à vous pour votre participation. Merci à vous. Nous avons une pause networking durant 20 minutes. Et ensuite, ici, il y aura une conférence sur le green management ou la RSE au quotidien. Voilà.